Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Donc, dans cette capsule, on va parler surtout des groupes sanguins. Alors, je vais vous expliquer un petit peu en quoi consistent les groupes sanguins chez l'être humain. Et on va parler bien sûr de compatibilité sanguine, donc comment c'est possible de faire une transfusion sans mettre en danger la vie d'un patient, par exemple. Et on va parler également d'une technique pour identifier les groupes sanguins quand on ne connaît pas le groupe sanguin d'un individu, ce qu'on appelle le test d'agglutination. Donc, première des choses, il y a plusieurs façons de classer les groupes sanguins humains. Le système classique, c'est le système ABO, qui est un système assez simplifié qui en fait est basé sur l'expression de différentes protéines à la surface de l'érythrocyte. Mais il faut garder en tête qu'il y a beaucoup d'autres protéines à la surface des érythrocytes qui nous permettent de classer les différents groupes sanguins humains et déterminer aussi leur compatibilité avec un autre système, avec d'autres systèmes de classement en fait que le ABO. Mais comme c'est la base, c'est le système qu'on va regarder. Donc, première des choses, il faut être familier avec différents termes utilisés. Puis parfois, c'est un peu mélangeant parce qu'on a plusieurs termes, plusieurs synonymes, donc plusieurs termes qui veulent dire la même chose. Donc, on va essayer de démêler tout ça avant de vous expliquer vraiment les groupes sanguins. Première des choses, à la surface des globules rouges, il y a ce qu'on appelle des antigènes. Les antigènes, c'est en fait des protéines. Généralement, c'est un terme qui est utilisé pour des protéines étrangères à la surface d'un virus, d'une bactérie, d'un organe qu'on a transplanté. Exemple, si vous avez une transplantation de rein, les protéines à la surface des cellules du rein seront considérées étrangères pour votre organisme. Donc, en fait, ce n'est pas toujours nécessairement un virus ou une bactérie, c'est vraiment des molécules, des protéines, toutes sortes de molécules que votre corps considère comme étrangers. Et ça, c'est un concept de base extrêmement important que vous allez étudier davantage en microbiologie, mais ce qu'il faut comprendre, et là c'est une façon très imagée, très simplifiée ce que je vais dire, mais c'est pour avoir une image, pour s'aider un petit peu. Imaginez-vous qu'à votre naissance, il y a une espèce de photographie moléculaire qui va se faire. C'est vraiment une image, hein, c'est pas vrai. Mais une photographie moléculaire en ce sens où on va prendre en note, si vous voulez, l'ensemble des molécules qui constituent vos organes, vos cellules et tout ça. Et cette photographie moléculaire, si vous voulez, va être gardée en mémoire. Et évidemment, c'est relié au système immunitaire. Hein? En fait, on garde ça en mémoire. Et puis, à chaque fois que vous allez rencontrer au cours de votre vie une molécule qui ne fait pas partie de cette fameuse photographie, de cette fameuse mémoire, on va considérer que c'est une molécule étrangère ou, si vous préférez, un antigène. Et là, on va réagir au point de vue de la défense immunitaire. Exemple, on pourrait faire des anticorps qui vont neutraliser l'antigène pour l'éliminer ou le neutraliser tout simplement. C'est le concept d'un rhume. Vous êtes infecté par un virus de rhume. Les protéines du rhume, du virus, du rhinovirus, hein, c'est un petit rhinovirus, entrent dans votre corps. Les protéines à la surface, mais on ne les reconnaît pas, donc on considère que c'est étranger. On va développer une réponse immunitaire pour se défendre. C'est un peu le même concept avec les protéines qu'on retrouve à la surface des globules rouges. Donc, en gros, si vous avez déjà la protéine, vous la reconnaissez, vous considérez qu'elle vous appartient, il n'y a pas de problème, mais si c'est une nouvelle protéine, vous ne la reconnaissez pas, vous constatez que c'est une protéine étrangère et là, on va avoir une réaction immunitaire. Donc, cette base-là qu'on peut appliquer à la microbiologie au système immunitaire de défense va s'appliquer aussi à la compatibilité des groupes sanguins. D'ailleurs, je vais vous expliquer ça plus en détail quand ça sera le temps. Mais c'est quand même un premier concept qu'il faut garder en tête pour comprendre la suite. Puis parfois, j'ai des questions sur les maladies auto-immunes. Donc, j'ouvre une petite parenthèse. Une maladie auto-immunitaire, comment ça se fait que c'est possible? Bien, dans le fond, toutes les maladies auto-immunitaires ont un point commun, c'est que votre corps fait une erreur, votre système immunitaire fait une erreur, il ne reconnaît plus vos propres molécules. Donc, exemple, une molécule, une protéine X ou Y à la surface de la cellule, qui normalement devrait être reconnue comme vous appartenant, pour X raisons, cette protéine-là peut être modifiée, peut avoir une mutation, peu importe, il y a plein de raisons, mais on ne la reconnaît plus. Et là, le système de défense, au même titre que si c'était une protéine virale ou une protéine bactérienne, peu importe, va penser à tort, évidemment, parce que c'est vos propres cellules, mais va penser à tort que c'est une protéine étrangère et donc on enclenche la production d'anticorps des mécanismes de défense. Donc, voilà.
Mais, mis à part les maladies auto-immunes, une personne en santé, normalement, est capable de distinguer les molécules qui vous appartiennent. On dit que ça fait partie du soi, c'est à vous, donc il n'y a pas de problème. Versus les fameux antigènes, donc les molécules ou protéines qui ne vous appartiennent pas et contre lesquelles il faut réagir. Si je reviens au groupe sanguin, on se base sur ces antigènes-là à la surface, ces protéines à la surface des globules rouges pour déterminer les différents groupes. Donc, c'est très simple. Ici, c'est bien illustré dans le schéma de votre manuel. Si je le dessine, en fait, j'ai un globule rouge. Et le globule rouge peut tout simplement avoir deux protéines. En fait, il y a 3 protéines. Je vais commencer par les 2 premières protéines, ou antigènes si vous préférez. Et le premier antigène qu'on va retrouver, par exemple à la surface ici, c'est l'antigène A. Donc, évidemment, les gens qui ont la protéine ou l'antigène A font partie du groupe sanguin A. Donc, on ne s'est pas trop cassé la tête. Donc, c'est assez simple. Si on parle il y a une autre sorte de protéine, une autre sorte d'antigène qui s'appelle B. Donc, tout autour, à la surface, en fait, du globule rouge, un peu partout, on va retrouver l'antigène B. Alors, évidemment, c'est les gens qui font partie du groupe B. Il y a des gens qui ont les 2 antigènes à la surface, donc les 2 protéines, peuvent avoir du A ou du B. Donc, ça veut dire que c'est des gens qui ont le groupe AB. Et finalement, il y a des gens que leur globule rouge n'a aucun antigène, aucune protéine. Donc, c'est comme 0. On dit qu'ils font partie du groupe O, tout simplement. Donc, c'est les principaux 4 groupes sanguins. Et là, je sais qu'il y a des gens déjà qui vont dire « Ouais, mais on dit qu'on est A+, A-». Mais ça, c'est parce qu'il y a une 3e protéine qui existe, un 3e antigène. Je vais en parler un peu plus tard dans la capsule. Mais pour l'instant, ça n'existe pas. Il y a juste 2 protéines, 2 antigènes. Il faut faire attention parce que c'est beaucoup... en fait, on a 3 termes pour dire la même chose. On parle d'antigène, parfois je parle de protéines. Bon, c'est correct. En fait, un antigène, c'est une protéine étrangère, une molécule étrangère. Mais parfois, on va entendre aussi le mot agglutinogène. Et ça, c'est spécifique au groupe sanguin. Donc, si vous entendez ce terme-là, ou vous le lisez dans le manuel, ou que quelqu'un vous parle de ça, c'est tout simplement l'équivalent d'un antigène, mais pour les globules rouges. Donc, agglutinogène A, l'agglutinogène B, ou l'antigène A, l'antigène B, c'est des synonymes. Donc, il faut être à l'aise avec les 2 termes. Ici, à la droite, c'est simplement pour votre intérêt personnel, mais on vous donne les différents groupes sanguins au Québec, donc le sang qui est le plus fréquent, parce qu'évidemment, ça se transmet de façon génétique. Hein, les parents tout est encodé génétiquement pour déterminer quel type d'antigène ou agglutinogène vous allez exprimer à la surface de vos cellules. Donc, généralement, au Québec, on a vraiment à peu près 40%, ça varie selon les livres, mais autour de 40%, on est de groupe O positif, donc c'est un sang très fréquent. Donc, parmi votre population de patients, c'est le sang que vous allez voir le plus souvent. Le O négatif, on parle souvent de donneur universel. C'est un sang extrêmement précieux. Je vous expliquerai tantôt pourquoi, mais on peut le donner à tout le monde sans aucun problème médical. Mais c'est seulement 6% de la population. Donc, évidemment, c'est un sang qui a beaucoup d'avantages sur le plan médical, mais qui n'est pas tant fréquent au niveau du Québec, des Québécois. Et donc, vous voyez comme ça la distribution du sang, le receveur universel AB+, seulement 2,5% de la population. Et si vous changez de pays, évidemment, vous allez en Asie, ce n'est pas les mêmes chiffres. Par exemple, en Asie, les groupes AB sont beaucoup plus populaires, les groupes O beaucoup plus rares. Donc, comme je disais, il y a vraiment une composante génétique. Maintenant, vous êtes capable de distinguer les différents groupes. Donc, évidemment, si je vous dis groupe A, vous savez qu'il y a une protéine A ou un antigène A à la surface. C'est tout ce que je veux que vous reteniez pour l'instant. Je m'excuse. Donc, maintenant, il y a aussi un concept d'anticorps. Les anticorps, c'est des espèces de protéines en Y, comme ça, qui sont très, très, très spécifiques. Donc, un anticorps ne peut reconnaître qu'un seul antigène. En fait, un anticorps va reconnaître l'antigène spécifique. Donc, tantôt, je vous parlais du virus du rhume. Mais quand vous êtes infecté par le virus du rhume, il y a plusieurs protéines virales, bien sûr, mais on va faire des anticorps qui vont reconnaître une seule de ces protéines-là, exemple, parce qu'elle est spécifique. Et ces anticorps-là vont s'attacher à l'antigène correspondant, un peu comme une clé et une serrure. La bonne clé avec la bonne serrure, le bon anticorps avec le bon antigène. Comment on va reconnaître
l'anticorps, généralement, on va l'appeler toujours anti. Si je vous dis un anti-A, ça veut dire que c'est un anticorps qui va reconnaître spécifiquement l'antigène A. Donc, il va réagir avec l'antigène A. Et ce qui est très important de comprendre, c'est que l'anticorps anti-A, il est tellement spécifique qu'il ne peut pas s'attacher à l'antigène B ou les autres antigènes. Donc, c'est très, très spécifique un anticorps. Au niveau des groupes sanguins, c'est exactement ça qui va se passer. C'est que si le sang est incompatible, on va développer des anticorps qui vont aller neutraliser les antigènes de surface. Et c'est ça qui va amener des problèmes médicaux qu'on verra un peu plus loin. Encore une fois, il faut faire attention. Anticorps, c'est un terme général, mais pour les groupes sanguins, on parle d'anticorps parfois. Et tout comme tantôt, où je vous disais, on parlait d'antigènes, mais quand on parle de groupes sanguins, parfois on utilise un terme plus spécifique qui veut dire la même chose, en fait, agglutinogène. Mais c'est la même chose pour les anticorps. On parle toujours d'anticorps, mais parfois, quand on veut parler des anticorps spécifiques au groupe sanguin, on parle d'agglutinine parfois. Donc, il faut être à l'aise avec les deux termes. Si vous lisez dans votre livre et que vous voyez le terme agglutinine, c'est des anticorps tout simplement. Donc, ici, le tableau vous illustre les différents groupes sanguins avec les antigènes de surface et les anticorps contre qui on va réagir. Et là, je suis très conscient que si vous avez déjà utilisé les groupes sanguins, il y a beaucoup d'enseignants qui font ça. Moi, je vais aller un peu en contre-courant, mais exemple, ils font apprendre le tableau par cœur. Et là, on vous dit, ben, le groupe A, il y a un antigène de surface A, donc dans le plasma, il y a des anti-B. Puis là, le groupe B, il y a des anti-A, mais il y a l'antigène B. Et de mon expérience, c'est une méthode que je déteste parce que vous apprenez par cœur, vous comprenez plus ou moins, puis vous avez une chance sur deux de vous mélanger parce qu'effectivement, antigène A, anti-A, anti-B, groupe B, vous ne comprenez pas trop. Puis de mon expérience, quand vous sortez du cours, disons que vous en souvenez pour l'examen, c'est excellent, mais je vous revois 6 mois, 1 an, 2 ans plus tard, puis c'est loin d'être acquis, puis là, vous mélangez complètement les trucs de compatibilité. Moi, ce que je vous suggère, c'est vraiment de le comprendre. Oui, un peu de par cœur, mais c'est de le comprendre et ça devient beaucoup plus simple. Et je vais en parler dans les diapos un peu plus tard, mais je vais quand même immédiatement au tableau vous écrire un peu comment comprendre ces éléments-là. Et si vous comprenez bien, vous n'avez même plus besoin de ce tableau-là. Vous allez juste le réfléchir. Ça va être beaucoup plus simple. Donc, quand je vous disais tantôt, si je prends quelqu'un de groupe A, maintenant vous savez que ça veut dire que tous les globules rouges de cette personne-là ont des antigènes ou des protéines de surface qui s'appellent A. La seule chose que je vous demande d'apprendre par cœur, en fait, il y en a peut-être quelques-unes, mais la plus importante, c'est de retenir la phrase suivante. Aussitôt que vous avez une molécule étrangère qui ne vous appartient pas, vous allez développer des anticorps pour neutraliser cette menace étrangère. Donc, en d'autres mots, aussitôt que c'est nouveau et que vous n'en avez pas dans votre organisme, vous avez une réaction de défense qui s'enclenche. Et c'est là qu'on peut avoir des problèmes lors d'une transfusion sanguine. C'est aussi simple que l'exemple de tantôt, quand je vous parlais du virus. Bien, pourquoi on réagit et on fait les anticorps contre le virus? Bien, parce que les protéines virales, on ne les reconnaît pas, c'est nouveau, on réagit contre le virus. Et ça, c'est extrêmement important de le comprendre, parce que, évidemment, vous voulez lutter contre un virus, mais si on applique cette logique-là à une transfusion, ça peut être problématique, parce que si je vous donne un sang qui est non compatible, vous ne reconnaissez pas les nouveaux globules rouges, on va littéralement les attaquer et ça va amener des conséquences médicales. Donc, exemple, si je vous dis ici mon donneur, quand je parle de donneur, c'est la personne qui va donner son sang à un patient qui, exemple, a eu un accident, qui a perdu beaucoup de sang, puis lui, on va l'appeler le receveur. Donc ça, il faut faire attention parce que souvent, vous lisez vite les questions à l'examen puis vous inversez le receveur et le donneur. Donc, il faut bien lire la syntaxe de la question parce que ça peut aller dans les deux sens. C'est très simple. La loi, c'est que si le receveur est A, vous posez la question suivante. Si le donneur est de groupe A, est-ce qu'il peut donner à A? Là, vous posez la question, mais le receveur, le A, est-ce qu'il y en a dans son corps? Oh, oui, ce n'est pas une nouvelle protéine. A, c'est pareil. Donc, ça, c'est viable, il n'y aura pas de problème. C'est une transfusion qui est tout à fait correcte. Donc, il n'y a pas de risque pour le receveur. Mais si j'applique la même logique et le receveur est de groupe B, et je pose la même question, est-ce que A peut donner à B? La réponse est non. Pourquoi? Bien, B, ça, c'est la protéine, l'antigène qu'on a à la surface du globule rouge. Je pose la question suivante. Est-ce que A
c'est nouveau pour le receveur B? Bien sûr, il n'y en a pas de A. Donc, c'est une nouvelle molécule, au même titre que ce serait un virus, une protéine étrangère. Et c'est là qu'on va développer des anticorps contre la protéine étrangère. Donc, ici, on aurait des anti-A. C'est pour ça que dans le tableau, on vous disait que les groupes B ont nécessairement des anticorps anti-A. Mais vous n'avez pas besoin de l'apprendre par cœur. Si vous réfléchissez, dans votre corps, vous avez des anticorps qui neutralisent les protéines étrangères qui sont nouvelles. Donc, évidemment, le groupe B, il n'y a pas besoin d'avoir des anticorps contre le B. Vous en avez, c'est votre propre protéine qui fait partie du soi. Donc, vous n'allez pas attaquer vos propres cellules. Donc, vous n'avez pas des anticorps anti-B. Vous allez avoir des anticorps contre les protéines étrangères. Donc, pour quelqu'un qui a une protéine B, un antigène B à la surface, si on lui donne du sang qui a du A, le A est nouveau, donc littéralement, il va faire des anticorps contre le A. Et c'est là qu'on peut avoir des problèmes. Qu'est-ce qui se passerait? Exemple, vous faites une erreur. Votre patient est de groupe B, et au lieu de lui donner du B, on va lui donner, lisez mal, je sais pas moi, la poche de sang, puis c'est du A. Qu'est-ce qui se passe? Bien, littéralement, tous les globules rouges que vous allez injecter pendant la transfusion, donc les milliards de globules rouges qu'il va recevoir, ont du A, évidemment, c'est un groupe A. Comme c'est une protéine étrangère pour le receveur qui a du B, lui va faire des anticorps en forme de Y qui vont s'attacher, je m'excuse, c'est un A ici, donc les anticorps anti-A vont reconnaître les protéines A. On va aller se fixer après les A comme ça. Donc les anticorps reconnaissent spécifiquement les antigènes de surface. Et qu'est-ce que ça fait? C'est pour ça qu'on appelait ça les agglutinines et les agglutinogènes. Ça va agglutiner les globules rouges en une espèce de grosse masse visqueuse. Donc, on va tout être pris comme ça, collé aux anticorps. Les anticorps vont pouvoir accrocher 3-4 globules rouges ensemble. Puis là, ça s'additionne. Ça fait littéralement un amas, un gros moton. Et en fait, on appelle ça un caillot. Pourquoi c'est si dangereux? Parce qu'évidemment, ces caillots vont pouvoir bloquer certains vaisseaux sanguins et empêcher la circulation sanguine. Et si on est malchanceux et qu'on bloque un vaisseau sanguin essentiel pour un organe, donc l'organe n'a plus accès aux nutriments, à l'oxygène, puis les cellules vont commencer à mourir. Donc ça peut même conduire à la mort du patient. Donc ça, c'est dangereux. Il y a un deuxième phénomène qui s'appelle l'hémolyse, qui est en fait une destruction systématique des globules rouges comme ça et des caillots. Donc on a une réponse de défense qui va venir neutraliser et détruire ces globules rouges-là. Donc déjà que le patient manquait de globules rouges, on lui fait une transfusion, puis qu'on élimine systématiquement les nouveaux globules rouges, on retombe au point zéro. Formation de caillots, destruction des érythrocytes, ça peut être extrêmement dangereux en fait. Donc si je reviens en arrière, ce qu'on vous illustre ici dans le tableau, donc c'est la même logique de ce que je tentais de vous expliquer. Ça veut dire qu'évidemment, le groupe A, il va avoir des anticorps contre les protéines qu'il ne reconnaît pas, donc la protéine B. Fait qu'il y a des anticorps anti-B. Celui qui a le groupe AB, lui, est chanceux parce qu'il a toutes les protéines, donc il n'a pas besoin d'anticorps. Le groupe AB, si je reviens au tableau blanc, si on réfléchit, est-ce qu'un groupe sanguin A, ça c'est mon donneur, peut donner au receveur AB? Bien sûr. La question est la suivante. Le receveur, est-ce qu'il y en a déjà du A? Oui. Donc, il n'y a pas de problème. Et ça, c'est une excellente transfusion. On ne va pas réagir contre le A. Si on lui donne du B, est-ce que c'est possible? Bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà du B. C'est vrai que les deux, on donne du A ou on donne du B. Lui, il y a tout le kit. Donc, il n'y a pas de problème. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'anticorps. Il n'y a pas besoin de se défendre contre la protéine A ou B. Il y a tout. Par contre, si on va en sens inverse, est-ce qu'on pourrait prendre un groupe sanguin AB et le donner à du A? Là, souvent, vous apprenez par cœur, puis là, vous me dites oui. Moi, je vous dis que non. Ça, c'est très dangereux. Pourquoi? Parce qu'effectivement, lui, il a du A. Il a du A, donc il ne va pas réagir contre le A. Mais est-ce que le receveur a du B? Non, ici, on n'a pas de B. Donc, même s'il y a du A ici, le fait qu'il y a du B, ça ne fonctionnera pas pour le receveur. Donc, on va faire des anticorps anti-B, puis on va réagir contre cette personne-là, contre ces érythrocytes-là. Donc, ça peut aller dans un sens, mais ça ne va pas nécessairement dans l'autre sens. C'est pour ça que je reviens toujours à cette fameuse question. Si vous l'appliquez bêtement, vous faites seulement vous demander, est-ce que j'en ai ou j'en ai pas? Si j'en ai, il n'y a pas de problème, mais si c'est nouveau pour moi, c'est là qu'il y a un problème. C'est là qu'on fait des anticorps et qu'on va neutraliser les globules rouges. Donc, toujours dans le concept de compatibilité, si je fais un autre exemple, je ne vais pas parler beaucoup du groupe O,
Le groupe O, on disait tantôt qu'il n'y a pas d'antigène à la surface. Et là, la question, est-ce que O pourrait donner à A, par exemple? Moi, je dis que oui, parce que si je me pose la question suivante, en recevant du O, est-ce qu'il y a une protéine que je n'ai pas, qui est nouvelle? Il n'y en a même pas de protéine, donc il n'y a aucun problème. Donc, ça se fait très bien. Mais encore une fois, si je vais en sens inverse et que le groupe A, je fais une transfusion pour donner à O, est-ce que là, je peux le faire? Non, là, ça ne fonctionne pas. Donc, ici, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Tout simplement parce que le A que je donne à O ne reconnaît pas la protéine A, l'antigène A. C'est donc une nouvelle molécule. On va faire des anticorps anti-A pour neutraliser. Et le O, comme il n'y a aucune protéine, il va aussi réagir contre le B. Donc, si je dis, OK, ben, je ne donnerai pas du A, je vais donner du B à la place, ça va être mieux. Ça ne sera pas mieux parce que le B est aussi nouveau pour O. Donc, les groupes O ont besoin, en fait, vont produire les deux types d'anticorps, des anti-A et des anti-B. C'est ce qu'on voit dans le tableau ici. Donc, en le raisonnant comme ça, vous n'avez pas besoin d'apprendre le tableau par cœur. Des fois, je vois des infirmiers qui vont mettre leur petit carton puis ils vérifient pour être sûr. C'est bien correct, mais en fait, tant que vous le raisonnez avec cette question, est-ce qu'il y en a ou qu'il n'y en a pas, vous allez toujours pouvoir déterminer quel sein est compatible ou non. Donc ici, je passe plus vite. Vous pourrez le relire tête reposée, mais je l'ai dit. Si on donne un sang qui est incompatible, bien évidemment, les deux problèmes, ça forme des amas, des caillots qui peuvent bloquer des vaisseaux sanguins, ce qui est extrêmement grave. Et en plus, on fait une hémolyse de ces complexes-là, de ces caillots-là. Donc ça veut dire lyse-destruction, littéralement une destruction des érythrocytes. Fait que non seulement on bloque des vaisseaux, mais en plus on les détruit de façon systématique. En bout de ligne, il y a moins d'oxygène, moins de nutriments qui va arriver aux différents organes, aux différentes cellules, et ce qui peut causer donc la mort cellulaire chez le patient. Exactement la même chose, sauf en dessin. Donc, on vous montre ici un problème de transfusion sanguine. Alors, si le mot caillot, c'était difficile pour vous, on l'illustre. On a un receveur de groupe B, on donne du sang de groupe A. Donc, une illustration ici, on voit l'anticorps anti-A ici qui va attacher les petites boules bleues qui sont en fait la protéine de surface, l'antigène de surface A. Et ça forme comme ça un caillot. C'est ce qu'on voit ici en fait. Donc, comme le sang est incompatible, les anticorps chez le receveur B va neutraliser les protéines A de surface. Pourquoi? Parce que la protéine A, elle est nouvelle. C'est pas du B, c'est nouveau, on n'a pas dans le corps. Donc, on réagit. Et au cours de la transfusion, bien là, ce qu'on va voir, c'est que les anticorps viennent comme ça accrocher, coller ensemble les différents érythrocytes. Ça fait un caillot. Et malheureusement, on vient de bloquer l'artère qui est ici. Donc, tous les organes qui seront alimentés par cette branche-là et les branches subséquentes n'auront plus accès au sang. C'est ce qui peut conduire à la mort. En plus de la destruction sous forme d'hémolyse qu'on parlait tantôt. Maintenant, la troisième, parce qu'une troisième molécule à la surface, un troisième antigène, c'est la même logique, mais avec une nuance. C'est pour ça que je les ai séparés. Donc là, j'ai parlé de la protéine AB, mais il y a aussi un troisième antigène qu'on appelle l'antigène D. Ça a été découvert avec des expériences faites sur les chimpanzés. Les singes, on l'appelait rhésus, donc parfois on parle de facteur rhésus. Des fois, j'ai des gens qui vont me dire à la surface, c'est le facteur rhésus, c'est correct, c'est pas tout à fait exact, mais ça ne me dérange pas. Donc, antigène D, facteur rhésus, c'est à peu près l'équivalent. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que non seulement je peux avoir la protéine, l'antigène A ou B, mais je peux avoir également un troisième antigène qui s'appelle l'antigène D, où on va marquer RH pour rhésus, là c'est la même chose. Donc, dans ce cas-ci, ça fait comme d'autres groupes. Et comment je vous dirais ça? Comme par convention, voilà le terme que je cherchais, par convention, on dit que si l'antigène D est présent, on met un plus pour indiquer qu'il est présent à la surface. Par contre, s'il n'y a pas d'antigène D, on met un signe négatif pour dire qu'il est absent. Donc, c'est la même chose. Si je vous disais, petit exercice rapide, si je vous dis que le groupe, en fait, je vous demande de déterminer le groupe sanguin de cette personne, donc, pardon, je vais juste faire un retour en arrière. Donc, ici, si je dis que la personne a l'antigène A ou RH, A avec le RH ou A avec le D, son groupe serait A positif. Si au contraire, j'ai pas de D et j'ai juste du A, bien là, on dirait qu'il est cette personne, un groupe sanguin, A négatif. Tout simplement.
si j'ai tout le kit, les 3 antigènes, comment on déterminerait le groupe? Bien, ici, ça serait une personne qui serait de groupe, tout simplement, de groupe AB positif. Donc, c'est relativement simple. Dernier petit exemple, des fois celui-là vous mélange, donc je vais le faire au cas. Si je fais un groupe comme ça, donc un globule rouge, et à la surface, il y a juste du D ou du RH, son groupe, c'est quoi? Bien, il n'y a pas de A, il n'y a pas de B, donc c'est nécessairement O. Mais comme il y a du RH ou du D, bien, on va dire que c'est un groupe O positif, ce qui est la majeure partie de la population québécoise. Puis s'il n'y a rien, bien là, c'est là qu'on va dire qu'il est O négatif. Okay? Donc, c'est tout simplement la même logique. Maintenant, en termes de compatibilité, c'est exactement la même logique que ce que je vous disais tantôt. Donc, si c'est nouveau, on réagit. Si c'est pas nouveau, ben, ça ne fonctionne pas. Donc, si c'est pas nouveau, c'est parfait. Si c'est nouveau, c'est là qu'on a une réaction. Donc, en fait, pour clarifier ce que je viens de dire, j'ai un peu cafouillé, on va refaire un exercice un petit peu comme tantôt. Donc, toujours à la gauche ici, j'ai le donneur. Je vais vers le receveur. Si je vous dis, exemple, j'ai un groupe A+, est-ce que je peux donner à A-? Donc, moi, le truc que je donne tout le temps, il y a des gens qui sont très bons, très rapides, tant mieux, mais même là, des fois, on va trop vite, on fait des erreurs. Je vous suggère de le dessiner, puis surtout ceux qui ont de la difficulté, qui sont stressés à l'examen, prenez 2 secondes. Ça prend 2 secondes pour le dessiner, puis on dirait que l'être humain est visuel, hein, souvent. Donc, si je prends le temps de le dessiner, puis là, je dis, OK, lui, A+, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un antigène A à la surface. Le plus, ça veut dire qu'il y a du RH ou du D. Puis si je m'en viens de l'autre côté, moins, il n'y a pas de RH et il y a du A. Et là, si vous vous souvenez de mon terme, mon truc que je vous donnais tantôt, la seule question que vous devez vous souvenir, est-ce que j'en ai? Oui, parfait. Il n'y a pas de réaction, c'est compatible, on peut faire la transfusion. Mais si c'est nouveau, si c'est étranger, si c'est nouveau, puis j'en ai pas, c'est là qu'il y a une réaction. Donc, dans ce cas-ci, est-ce que c'est une bonne idée de transfuser du A+ vers quelqu'un, vers un patient qui est A-? Alors, je pose la question, est-ce que j'ai du A? Oui, hein, le A, je donne du A, lui, il en a, donc je suis en terrain connu, je ne ferai pas d'anticorps contre le A, c'est ma propre protéine. Mais le problème que j'ai ici, c'est qu'il y a du RH. Donc, le donneur a du RH, mais le receveur, il n'y en a pas. Donc, ça ne se fait pas. Ça, c'est dangereux, parce que je vais faire des anticorps anti-RH, et c'est la même logique, on va faire des caillots et tout ça. Donc, c'est vraiment le même principe que tantôt. Okay? Donc, c'est pas plus compliqué. Et ensuite, ben là, on peut faire différents cas de figure, mais si je reprends l'exemple comme ça, des fois, ça vous mélange. Si je fais du A+ vers le A-, ça ne marche pas, mais si je dis A- vers le A+, donc ça, c'est pas bon. Mais si je vous fais le deuxième problème, A- vers du A+, est-ce que ça, c'est possible? Ça, c'est bon. La transfusion est bonne. Puis c'est pour ça que je dis que ça va dans un sens, mais pas toujours dans les deux sens. Pourquoi? Parce que ici, le globule rouge a quoi? Il y a du A, mais il n'y a pas de RH. Le receveur, il y a le A, il y a le RH. Bon, il y en a un de plus. C'est pas grave qu'il y en ait un de plus. L'idée, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait quelque chose de nouveau. Donc, le donneur ici donne du A, le receveur a du A, on est correct. Par contre, si je change le problème, puis au lieu du A-, en fait, je vais garder le A-, mais on va donner à du B+. Est-ce que ça, c'est possible? Dans ce cas-ci, ça serait plus possible. Dans ce cas-ci, ça serait dangereux. Pourquoi? Tout simplement parce que là, le A qui est ici est nouveau. Lui, c'est du B. Donc, ça ne fonctionne pas. Il va faire des anticorps contre le A parce que c'est une protéine étrangère. Donc, ça ne marche pas. Alors, c'est toujours la même logique. On parle parfois de donneur ou de receveur universel. Moi, je dis que le AB+, c'est le receveur universel. Pourquoi? Parce que lui, il a toutes les protéines. Peu importe ce qu'on va lui donner, en fait, c'est le meilleur sang. C'est le sang des égoïstes, un petit peu. On peut prendre n'importe qui dans la classe, c'est sûr que c'est compatible. Le receveur universel, il n'y a aucun groupe sanguin qui peut le mettre dans le trouble, simplement parce qu'il y a les 3 antigènes. Donc ici, si j'ai A+, A-, O+, O-, peu importe, c'est sûr que la protéine est là. Ça ne sera jamais nouveau. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est un donneur universel. Parfois, on parle de
Excusez, je me souviens pas ce que j'ai dit, mais c'est pour ça qu'on dit que c'est un receveur universel. Mais parfois, on parle de donneur universel. Alors là, c'est différent. Le donneur universel, c'est au moins. Lui, ça c'est un globule rouge en dessous, il n'y a aucun antigène de surface. Pourquoi qu'on dit que c'est le donneur universel? Ben parce qu'il n'y a pas de protéines. Fait que peu importe votre groupe, que ce soit A, B, A-, AB, A+, peu importe, il n'y en a pas de protéines. Donc, il n'y a aucune menace possible. Vous ne ferez jamais d'anticorps. Et c'est pour ça que ce sang-là est extrêmement précieux pour les gens qui travaillent dans le milieu médical parce qu'on ne se casse pas la tête. Vous avez un patient à l'urgence qui est en hémorragie, vous donnez du au moins, c'est certain que c'est compatible. Donc, on n'a pas à connaître le groupe sanguin du patient, à vérifier si c'est compatible ou non. On lui donne immédiatement, c'est une situation d'urgence. Donc, c'est évidemment le sang qu'on peut utiliser le plus facilement. Donc, c'est pour ça qu'on fait toujours des campagnes publicitaires auprès des gens, auprès de tout le monde, mais quand on connaît quelqu'un qui a du au moins, ben, on met la pression un peu plus pour qu'il aille donner son sang, justement, parce que c'est un sang qui est précieux pour ça. Le problème avec le au moins, c'est vraiment le sang des généreux, des altruistes, parce que si tu es au moins, il n'y a pas grand monde qui peut te donner. Est-ce que A peut donner à O? Bien sûr que non, parce que A est nouveau, ça ne marche pas. AB ne fonctionne pas, B ne fonctionne pas. Si j'ai O+, est-ce que c'est possible? Non, parce que le RH qui est ici va être nouveau pour le groupe O, au moins. Donc, il va réagir contre le RH. Donc, le seul groupe qu'on peut donner à du au moins, c'est du au moins. Donc, il donne à tout le monde, il peut recevoir seulement du au moins. Donc, c'est un peu plus compliqué pour eux autres. Maintenant, question. La première question, en fait, c'est la question que vous demandez peut-être, pourquoi j'ai séparé la RH des antigènes A et B? Parce qu'il y a une petite nuance qui est écrite ici, avec la deuxième transfusion, je vous explique. À part d'une exception, généralement, la production d'anticorps, c'est toujours au deuxième contact, en fait. Donc, si vous êtes infecté par un virus, vous n'avez pas d'anticorps contre le virus, exemple le rhume que je parlais tantôt, ou la grippe, l'influenza, exemple. Bien, ce que vous faites, vous tombez malade, mais là, maintenant, vous développez au cours de la maladie des anticorps, et quand vous serez infecté une deuxième fois, c'est à la deuxième exposition que vous allez arriver à neutraliser le virus. Donc, ça, c'est la première chose. Ça fonctionne comme ça pour tous les anticorps, sauf exception, les anticorps anti-A, anti-B pour les groupes sanguins. Étonnamment, exceptionnellement, vous avez à la naissance des anticorps anti-A, anti-B selon le groupe sanguin. Donc, exemple, si vous avez un groupe sanguin de type B, bien déjà à la naissance, vous avez les anticorps anti-A. Donc, on n'a pas de besoin de deux contacts. Dès le premier contact, on va réagir puisqu'on est né avec les anticorps. Donc, dès la première transfusion, il y a déjà formation de caillots et on a déjà un problème médical. La nuance, c'est que les anti-D ou les anti-RH, on ne les a pas à la naissance. Alors là, ce que ça fait, c'est qu'il faut être contaminé une première fois. Donc, techniquement, en théorie, si vous avez une première transfusion et vous contaminez, exemple, vous donnez du A+, à un B, à un A-, normalement, il ne devrait pas avoir de problème médical parce que les anticorps, on ne les a pas. Sauf que là, le plus, pour la personne qui est moins, quand elle reçoit du plus, elle va développer des anticorps contre le plus, contre le RH. Et qu'est-ce qui va arriver? Bien, à la deuxième transfusion, si je redonne du plus, là, on va avoir un problème. Et si on a un problème, c'est seulement à la deuxième, parce qu'on n'avait pas d'anticorps à la première transfusion. Donc, à la deuxième transfusion, là, il y aurait un problème. Il faut avoir le temps de produire des anticorps, alors que les anticorps anti-B, on les a déjà à la naissance. Donc, ça, c'est une théorie, pas une théorie, mais c'est un concept de biologie. Mais vous, en soins infirmiers, est-ce que ça va avoir une implication dans votre travail? Bien sûr que non. Vous n'allez pas prendre la chance à un patient, ben là, c'est peut-être la première transfusion, même s'il y a A-, je donne du A+, bon, c'est probablement la première fois, c'est pas dangereux, peut-être que c'est pas vrai, il a déjà été en contact, vous ne prendrez jamais cette chance-là. Donc, même si c'est un concept de bio qui existe, pour vous, vous allez toujours voir ça comme du danger. Vous allez prendre pour acquis qu'il y a déjà les anticorps, même si ce n'est pas nécessairement le cas. Donc, je vous l'explique parce que c'est la réalité biologique, mais évidemment, vous n'allez jamais prendre cette chance de contaminer quelqu'un sur une deuxième transfusion. Donc ici, le petit exercice, je l'ai fait tantôt au tableau blanc, je vous ai expliqué c'était quoi un donneur universel, receveur, les deux conséquences si le sang est non compatible, bien évidemment les caillots qui bloquent les artères et l'hémolyse qui détruisent les globules rouges.
ici, vous avez pas mal de possibilités. Je les ai déjà fait tantôt au tableau, quelques-unes. Donc, vous refaites ça. Je ne répéterai pas une deuxième fois pour pas allonger la capsule inutilement. Mais, exemple, le donneur est à gauche, le receveur est à droite. Est-ce que ce sang-là, c'est possible? Donc, très rapidement, A plus vers A plus, bien sûr que c'est possible parce qu'évidemment, le receveur a toutes les protéines. Par contre, ici, ça ne fonctionnerait pas B plus vers B moins. Pourquoi? Parce que le receveur n'a pas le RH. Il va réagir avec des anticorps contre le RH. Donc, c'est les différents cas de figure possibles. Est-ce que ici, des fois, l'avant-dernier, vous le mélangez un petit peu. Est-ce que O plus peut donner à A plus? Ici, bien sûr. Pourquoi qu'il peut? Tout simplement parce que il n'y a pas de A, il n'y a pas de B, donc il n'y a pas de problème. Puis il y a du RH et le receveur a du RH. Il n'y a rien de nouveau. Il possède déjà les protéines. Par contre, le dernier ne se fait pas. Tout simplement. Je m'excuse, la tablette, j'ai eu un petit problème technique, donc pas de problème. Donc le dernier, je vous disais que c'est pas possible. Pourquoi? Tout simplement parce que ici, le RH est nouveau pour le receveur moins. Donc là, on réagit. Et que la logique de l'antigène A, B ou RH, c'est toujours la même logique qui s'applique tout simplement.